buenos días a todos. Je suis Anna Mangeon, chargée des affaires agrotech au sein du bureau de Business France Mexique. Merci pour nous accompagner dans cette présentation sur le Mexique. Donc, nous allons partager avec vous les résultats de cette étude intitulée Étude des grands groupes agroalimentaires mexicains, identification de leurs attentes en produits et en équipements. Cette étude a été réalisée par le bureau de Business France Mexique avec la collaboration du pôle études de Business France basé à Marseille à la demande du ministère de l'Agriculture. Donc, le bureau de Business France Mexique va vous présenter un focus notamment sur le secteur des ingrédients et ses opportunités. Et puis, on aura également la participation du service économique et des deux sociétés mexicaines qui vont témoigner et partager un peu leur expérience sur ces marchés. Donc, je profite pour remercier la présence du club PAI et ses adhérents et aussi de l'Association nationale des industries alimentaires, l'ANIA. Donc, merci d'être présents à tous. Donc, maintenant, je passe la parole à Claude Paquet, chargé des missions au sein de France Agrimaire. Merci Anna, bonjour à tous. Oui, je voulais rapidement rappeler le contexte de cette étude, donc, qui est une étude commanditée par France Agrimaire et qui a été réalisée, comme vous le disiez Anna, par Business France. Voilà, juste pour replanter le contexte, une des missions de France Agrimaire, vous le savez peut-être, c'est la concertation avec les filières agricoles. Et donc, dans ce but-là, il existe une commission qui s'appelle la commission thématique interfilière internationale qui traite plus particulièrement de tous les sujets en lien avec l'internationalisation des entreprises agroalimentaires. Et donc, de cette commission internationale découlent plusieurs groupes de travail, dont un avec une approche pays qui vise à mener des actions collectives sur certains pays. Et donc, le Mexique était parmi les premiers pays visés par ce groupe de travail. Et une des actions un focus sur les produits du pet food. Voilà, donc je pense que je parle au nom de toute l'équipe de France Agrimaire pour vraiment féliciter l'équipe de Business France qui a réalisé l'étude, donc à la fois l'équipe Mexique et puis aussi le bureau à Paris et puis également à Marseille pour ce gros travail dont globalement nous sommes très satisfaits. Et voilà, je voulais aussi vous rappeler que l'étude était disponible gratuitement en ligne. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que Business France a prévu de vous rappeler également. Et voilà, je vous souhaite une bonne restitution de l'étude. Merci. Bon, maintenant, je vais vous présenter à Guillaume Carvalho, chef de pôle d'Agrotech Business France Mexique. Bonjour à tous, donc effectivement Guillaume Carvalos, chef de pôle Agrotech pour Business France Mexique. Donc en ce qui me concerne, moi je vais vous dérouler rapidement un peu l'ordre du jour. Hein. Donc on va être dans un premier temps sur une présentation du pays et de son économie. Ensuite, on vous parlera rapidement des bonnes pratiques dans le milieu des affaires au Mexique. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur l'étude et ses résultats, donc notamment sur une introduction sur la méthodologie qui a été utilisée pour la réalisation de cette étude, le marché des industries agroalimentaires au Mexique, puis les opportunités sur le secteur avec un focus sur les ingrédients. Ensuite, effectivement, Alexandre Martin du service économique régional prendra la parole sur les aspects réglementaires et l'accès au marché. Et ensuite, nous aurons, comme le disait Anna, deux témoignages, donc un témoignage de l'épicerie française et un témoignage de l'allemand. Et on terminera cette présentation par une session de questions-réponses d'une quinzaine de minutes environ. Donc Alicia, est-ce que tu peux passer sur la partie présentation du pays? Merci. Donc, le Mexique et son économie en 2020. Donc le Mexique, c'est un pays qui est très très grand puisqu'on est sur 127 millions d'habitants. Donc ça implique forcément qu'il y a un marché intérieur qui est très important.
Le PIB, on est sur quasi 9 900 $ par personne, ce qui en fait la deuxième économie d'Amérique latine derrière le Brésil. Les résultats de l'économie en 2020, forcément, ils sont négatifs comme beaucoup d'autres pays. Donc, on est sur un moins 9%, ce qui est vraiment un chiffre historique en termes de baisse. Mais je pense que c'est loin d'être le seul pays qui a été impacté par la crise, bien entendu. Donc, pour revenir sur ce taux de croissance de l'économie, l'OCDE estime la croissance du PIB du Mexique en 2021 à 5%. Donc ça, c'est dû à la réactivation de l'économie et notamment la réouverture de tout ce qui va être services, Horeca, etc. Et également au commerce extérieur, donc notamment avec la mise en place depuis 2020 d'un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Donc forcément, dû à la proximité géographique, les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Mexique, puisqu'on est sur 4/5 des exportations qui sont à destination des États-Unis. Et l'Union européenne est le 3e partenaire commercial du Mexique, donc derrière la Chine, et le 2e investisseur étranger. Donc, dans les pays de l'Union européenne, on va noter notamment l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France dans une moindre mesure, ce qui est bien dommage d'ailleurs. En termes de décomposition un petit peu de l'économie et quels sont les secteurs un peu porteurs dans l'économie mexicaine. Donc on a 4 secteurs d'activité qui vont concentrer à eux seuls plus de 45% du PIB, donc notamment l'industrie manufacturière, bien entendu, donc avec une localisation géographique plutôt sur le nord du pays, au bord de la frontière avec les États-Unis, mais également la partie immobilier et le commerce de gros et le commerce de détail. Donc ces 4 secteurs-là, aujourd'hui, c'est quasiment 50% de l'économie mexicaine. Donc effectivement, l'industrie manufacturière est la principale contributrice à l'économie mexicaine, même si elle a beaucoup souffert en 2020 puisque elle a accusé 10% de décroissance par rapport à 2019. Et le Mexique, donc c'est un pays qui est très tourné vers l'extérieur et notamment on peut le voir par rapport à la balance commerciale, puisque nous étions sur 417 milliards de dollars d'exportation pour 383 milliards d'importation. Donc le solde de la balance commerciale en 2020, il est positif de 34 milliards de dollars. Maintenant, ces chiffres sont quand même à pondérer puisque effectivement, dû à l'impact sur l'économie, forcément, les importations et les exportations ont été moindres. En général, on est plutôt sur un équilibre de la balance commerciale, voire même dans les dernières années, plus d'importations que d'exportations. Mais en tout cas, voilà, en 2020, le solde de la balance commerciale du Mexique a été positif de 34 milliards de dollars. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, Alicia, s'il te plaît? Très bien, merci. L'impact de la crise sanitaire. Donc, comme je le disais précédemment, l'économie mexicaine elle a chuté de 9% en 2020. Donc, c'est la plus forte baisse depuis les années 30 et la Grande Dépression. Donc, la baisse du PIB, elle s'est produite en raison de la chute des activités industrielles et des services, malgré les avancées du secteur agricole qui, lui, n'a pas été impacté vraiment, puisqu'effectivement, on a vu même des taux de croissance de 2 à 3% dans certains sous-secteurs. Donc la chute des activités industrielles, forcément, c'est aussi lié en fait à la baisse de la demande au niveau des États-Unis. Donc si le principal partenaire commercial achète moins, forcément l'impact sur l'économie mexicaine est important. Et donc comme je le disais, on a connu 10% de décroissance sur le secteur des activités industrielles en 2020. Donc la dette publique au Mexique, elle est très très importante puisqu'on est sur 52,4% du PIB, ce qui est un chiffre historique. Alors forcément impacté bien entendu par le Covid, même si voilà, il y a eu une politique un petit peu d'austérité qui a été mise en place par le gouvernement. Voilà, il y a quand même eu des dépenses publiques qui ont augmenté la dette et cette dette aujourd'hui qui s'élève à 52,4% du PIB. Donc, selon l'INEGI, qui est en fait un petit peu l'organisme de statistique du gouvernement mexicain, au pire moment de la pandémie, environ 12 millions de personnes qui ont quitté la population économiquement active. Donc, c'est juste énorme, mais à la fin de l'année, 9,5 millions avaient déjà été réintégrés. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine souplesse sur le marché de l'emploi, avec voilà, des gens qui peuvent être effectivement sortir du marché de l'emploi, mais y re-rentrer assez rapidement. Ce qu'il faut quand même savoir au Mexique, c'est que il y a environ 50% de l'économie qui est informelle.
Donc ça veut dire qu'effectivement, ce ne sont pas des gens qui sont déclarés ou qui travaillent dans des sociétés qui sont enregistrées, etc. Donc ça aussi, ça a été un impact assez fort puisque forcément, les gens consommaient moins, les gens sortaient moins. Et donc, on a vraiment toute cette partie informelle de l'économie qui a également été touchée lors de cette pandémie. Et on a également connu des tendances de consommation différentes à celles qui étaient précédemment en place. Donc le consommateur mexicain, il s'est recentré sur les produits nécessaires pour se conformer aux mesures sanitaires et couvrir ses besoins de base. Donc ça veut dire que globalement, tout ce qui était en dehors du nécessaire, donc tout ce qui est considéré comme du confort, du bien-être, du luxe, a été un petit peu mis de côté. Donc forcément, ça a impacté également sur le marché des produits gourmets notamment, ou tout ce qui va être voilà, les produits de beauté. Donc les catégories non essentielles voilà, ça, ont été fortement impactées pendant la pandémie. Les ventes en ligne se sont développées de manière très très importante pendant la pandémie, donc pour atteindre 10% de part de marché en 2020. Le commerce électronique n'était pas spécialement développé auparavant au Mexique. C'était une tendance forcément qui était en croissance, mais vraiment la pandémie a accéléré cette tendance voilà, pour arriver sur 10% de part de marché aujourd'hui sur l'ensemble des ventes sur le pays. C'est quand même très très important comme développement. Et 81% des Mexicains ont changé de magasin ou de marque qu'ils consommaient avant la pandémie, ainsi que la façon dont ils font leurs achats. Donc, je reviens notamment sur ce que je disais sur les ventes en ligne. Mais voilà, il y a eu un impact sur la fidélité du consommateur, que ce soit aux marques ou que ce soit aux chaînes de magasins. Donc ça, c'est un petit peu les tendances qu'on a pu observer pendant la pandémie, dont certaines vont se maintenir post-pandémie. Donc, faire des affaires au Mexique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mexique, comme d'autres pays d'Amérique latine, voilà, ce sont des pays latins et où il y a effectivement certaines bonnes pratiques à appliquer pour faire des affaires au Mexique. Donc, notamment, les rencontres en présentiel sont privilégiées et appréciées. Donc, pendant la pandémie, effectivement, on a travaillé de manière digitale, mais c'est pas le format qui est le plus apprécié par les latins de manière générale. Voilà, les rencontres en présentiel sont privilégiées. Dans les affaires, la frontière entre le personnel et le professionnel peut être très floue, puisqu'effectivement, il n'est pas rare que lors d'un entretien professionnel, on vous demande un petit peu, voilà, votre famille, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez un chien, voilà, c'est quelque chose qui est assez commun ici. Et en général, lors d'un rendez-vous professionnel, il est pas rare qu'on ait une dizaine de minutes qui soient dédiées un petit peu à faire connaissance et à discuter de l'aspect personnel. Donc tout ça pour dire que les relations interpersonnelles jouent un rôle très important dans les affaires ici au Mexique. Concrètement, comment ça se traduit dans les faits? Si vous entretenez de très bonnes relations avec un partenaire, il se peut qu'il vous privilégie vous, même si votre proposition commerciale est pas à la hauteur de celle d'un concurrent. Donc c'est là où vraiment il faut comprendre que ces relations interpersonnelles sont vraiment très très importantes dans le milieu des affaires au Mexique et il faut vraiment faire du networking et maintenir les relations qu'on peut avoir avec les différents partenaires pour justement rester privilégié dans le cas où on est mis en concurrence. Donc ça c'est vraiment un des aspects principaux que je voulais vous citer dans les bonnes pratiques, c'est les relations interpersonnelles. Ensuite, au Mexique, c'est quelque chose qui est assez étonnant pour nous, Européens. Mais voilà, on appelle nos contacts par leur titre professionnel. Donc, c'est-à-dire selon le niveau d'études que va avoir la personne, on va l'appeler licenciado, ingeniero, doctor. Voilà, donc il y a vraiment des titres professionnels adaptés à chaque niveau d'études et à chaque profession. Et effectivement, il faut, en tout cas, voilà, pour être dans les normes, il faut appeler les contacts par leur titre professionnel. Donc, Ingeniero Ramirez, par exemple. Le code vestimentaire, il est assez formel. Donc, effectivement, on serait plutôt sur tailleur pour les femmes et costume cravate pour les hommes lors de rendez-vous professionnels. C'est aussi une marque de respect pour vos interlocuteurs. Le fait d'avoir ce code vestimentaire-là, c'est perçu comme une marque de respect. La hiérarchie est très importante au Mexique, donc il est très important de parler toujours avec des décisionnaires, voilà, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sur un mode de management horizontal. En général, on a une hiérarchie qui est bien en place et bien établie, et en général c'est toujours la direction qui prend toutes les décisions. Donc il est très important d'identifier et de parler avec le décisionnaire.
Ensuite, la ponctualité. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié. D'ailleurs, c'est même quelque chose qui est souligné par rapport aux Français dans le milieu des affaires. Voilà, c'est apprécié par les Mexicains. Et c'est un trait de caractère, en tout cas, qu'ils ont identifié chez nous, les Français. Voilà, même si les Mexicains, en général, sont plutôt souples sur les horaires, c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais c'est apprécié. Sur la partie rendez-vous, donc il est conseillé de planifier ces rendez-vous à l'avance et de les confirmer par téléphone ou par email peu avant. Voilà, pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'annulation de dernière minute, pour bien rester dans la tête de vos interlocuteurs et que le rendez-vous soit maintenu. Donc voilà pour ce rapide guide de comment faire des affaires au Mexique. Je vais ensuite passer la parole à Anna qui va vous parler sur la méthodologie de la réalisation de l'étude. Merci à vous. Merci Guillaume. Donc, on va passer au cœur du sujet, donc en parlant de la méthodologie qu'on a utilisée pour cette étude. Donc, en total, on a interrogé à 51 opérateurs du secteur agroalimentaire mexicain des 5 principales filières, c'est-à-dire l'industrie avicole, porcine, les secteurs laitiers, la filière pomme et la filière alimentation animaux de compagnie. Donc, qui sont présents sur plusieurs villes, notamment, je peux mentionner la ville de Mexico, el Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Veracruz et Sinaloa. Donc, voilà, dans ce secteur, il y a vraiment un dynamisme très fort et l'activité agro-industrielle est très importante. Donc, il faut mentionner que cette étude a été réalisée pendant l'année 2020, donc en pleine pandémie. Donc, on avait prévu de se déplacer dans les pays et plutôt rencontrer les opérateurs pour recueillir un peu les besoins, mais finalement, on a pu effectuer que juste un tiers de nos déplacements vu la situation sanitaire. Et 2 tiers de nos échanges ont été réalisés surtout en visioconférence et par appel téléphonique. Donc, un gros défi pour nous, si vous voulez, comme disait mon collègue Guillaume, c'était justement de demander cette ouverture auprès des Mexicains, car dans le contexte Covid, voilà, c'était compliqué de les rencontrer de manière physique, alors que par au niveau culturel, les Mexicains souhaitent plutôt faire les rencontres, discuter. Mais malgré tout, je pense que les Mexicains, voilà, ils sont plutôt adaptés à la circonstance et ils ont bien compris un peu l'enjeu de cette étude. Donc, Business France s'est approché aussi de tout ce que c'est les associations et des organisations selon les différentes filières traitées pour avoir déjà un état de lieu et connaître plutôt les enjeux et les possibles besoins de chaque filière. Donc, moi, je peux citer la Chambre nationale pour les industriels du lait, la CANILEC, le Conseil national des fabricants d'alimentation et de la nutrition animale, la CONAFAD, de manière plus particulière la section A mascotas pour la partie pet food, le Conseil mexicain de la viande, la Comecarne, la Union nationale des aviculteurs et surtout aussi la Confédération des porciculteurs mexicains. Donc, finalement, aussi, on a inclus également les importateurs spécialisés dans les marchés des greux pour comprendre un peu mieux les circuits d'approvisionnement et les circuits de distribution, l'analyse des prix, les conditions d'achat et vente, et aussi, bueno, pour tout ce que c'est les groupes intermédiaires, des tailles intermédiaires. Donc, après, voilà un peu les différentes sociétés qu'on a pu contacter. Donc, je peux mentionner Asigma Alimentos, qui c'est le leader des viandes en Valais, un des leaders aussi de l'industrie laitière, qui opère à peu près 70 unités de production sur 3 continents et dans 18 pays. Proan, qui c'est le producteur de œufs numéro 1, pas seulement au Mexique, sinon en Amérique latine, et qui est aussi producteur également des ovoproduits pour le secteur de la BBP. Donc ensuite, on a aussi Bachoco, qui dispose d'un part de marché de 40% sur les segments du poulet et 5% sur celui des œufs au Mexique. Sucarne, qui dispose d'un part de marché de 20% pour la viande de bœuf. Et c'est aussi un groupe très important dans le secteur du food service au Mexique.
On a aussi Grupo Bafar qui détient 10% des parts de marché dans la fabrication, la distribution et la commercialisation de la charcuterie au Mexique. Et finalement, à Sello Rojo, la société qui c'est une société mexicaine fabricant des produits laitiers avec 2 unités de production et qui surtout est bien positionnée sur les marchés mexicains. Donc voilà, maintenant je passe la parole à ma collègue Alice Paris. Alicia, tu as ton micro désactivé. Je recommence. Yes. On va donc poursuivre, merci Anna, avec une présentation rapide du marché des industries agroalimentaires au Mexique. Et on rentrera un peu dans le cœur du sujet ensuite avec les conclusions de l'étude filière par filière sur les opportunités en ingrédients que nous avons pu trouver au cœur de ces entretiens aux professionnels des différentes filières intéressés par l'étude. Le marché de l'industrie agroalimentaire au Mexique, c'est un marché très fort. Il représente près de 4% du PIB national et un quart du PIB de l'industrie manufacturière. Comme le disait Guillaume en première partie, le marché mexicain est un marché intérieur fort de par sa population nombreuse, mais aussi un rôle clé dans la région de par sa position de plateforme et de fournisseur des États-Unis. Le Mexique se positionne à présent comme le second fournisseur de produits agroalimentaires des États-Unis, qui ont également aussi un marché intérieur très fort. L'industrie agroalimentaire au Mexique s'est maintenue en croissance pendant la crise, malgré certains shifts qui se sont opérés, notamment le déclin de tout ce qui est food service en raison de la fermeture des établissements liés aux conditions et aux retombées sanitaires de la pandémie de Covid qui est arrivée au Mexique depuis mars 2020. Mais donc, tout le secteur a quand même maintenu une croissance supérieure à 1% au cours de l'année 2020, ce qui n'est pas négligeable quand le PIB total du pays a chuté de 9%. Les principaux segments porteurs de l'industrie agroalimentaire au Mexique sont l'industrie de la boulangerie et pâtisserie, avec par exemple le groupe Bimbo qui est le leader incontesté sur le marché national, mais aussi dans d'autres pays latino-américains. La transformation au sein de la filière carne, avec des groupes comme Su Carne ou Proan, que nous avons également interviewé au cours de l'étude pour avoir une meilleure compréhension de leurs besoins et de leurs opérations. L'industrie des boissons, que ce soit des soft drinks avec en particulier les refrescos, qu'on appelle les sodas en France, qui sont extrêmement consommés au Mexique. On a une consommation qui avoisine les 100 litres par an, mais aussi les boissons alcoolisées avec la prédominance de la bière, le Mexique étant un des premiers producteurs et le premier exportateur mondial de bière au monde. Et enfin, le secteur de tout ce qui est confiserie et botanesque, qu'on appellerait donc des snacks, et les aliments transformés en général. Le Mexique est en effet le premier consommateur d'aliments ultra transformés. 215 kilos sont consommés par habitant et par an au Mexique. C'est donc une industrie dynamique, une industrie toujours en recherche d'évolution et toujours assez adaptable et en réponse qui est apte à répondre aux évolutions du secteur. On peut voir du coup certaines tendances se dégager et qui ont été accélérées par la pandémie et ses retombées sanitaires et économiques sur l'économie mexicaine. La croissance du secteur des aliments naturels et fonctionnels, ce qui est aussi motivé par une problématique de santé publique au Mexique qui est le surpoids et l'obésité. Donc de plus en plus de consommateurs se préoccupent de la composition des pays, ce qui a été aussi l'idée à l'origine de la nouvelle norme pour l'étiquetage frontal des produits transformés au Mexique. Et donc, il y a un vrai besoin pour les ingrédients naturels, fonctionnels et en moindre mesure pour la nourriture biologique. Comme je le disais, la chute du food service a été un des paramètres importants en 2020. Et a été compensé par le home cooking, donc la cuisine à domicile,
Tout le secteur du coup des aides à la cuisine, des sauces préparées, ce genre de choses a connu un plein boom. Et comme le mentionnait également Guillaume, la croissance du e-commerce qui représente à présent 9% du commerce de détail des produits agroalimentaires a aussi transformé la typologie de produits consommés par les Mexicains avec une tendance très forte pour les produits emballés. Et donc certaines fois des reformulations de produits pour qu'ils puissent être emballés et envoyés à domicile. Je vais donc à présent vous présenter plus à fond les ingrédients, les opportunités en termes d'ingrédients que nous avons dégagés filière par filière au cours de l'étude, en commençant par la filière avicole. La filière avicole est une des principales filières carnées au Mexique. C'est la principale viande consommée par les Mexicains. En termes de viande, les importations sont vraiment trustées par les États-Unis, qui représentent plus de 81% des importations mexicaines de viande de poulet, principalement de la viande mécaniquement séparée et de la dark meat, donc tout ce qui est cuisses et pilons de poulet, alors que le Mexique est net importateur de blanc de poulet. Et le reste, 17% des importations proviennent du Brésil, qui ont des accords de quotas avec le Mexique. Donc, même si les Mexicains souhaitent un peu diversifier leurs sources d'approvisionnement pour la viande, il est assez compliqué de faire une réelle concurrence à ces deux acteurs, donc le Brésil et les États-Unis. Les acteurs que nous avons interviewés et identifiés, comme Sigma, nous ont davantage présenté des opportunités pour tout ce qui est ingrédients type arômes, épices, panure pour la constitution de produits type nuggets, marinade, et en général tout ce qui permet de préparer des coproduits carnés, mais non pas la viande en elle-même. On retrouve aussi la même typologie d'opportunités sur la filière porcine. 84% de la viande porcine importée provient des États-Unis et les 15% restants proviennent du Canada. Donc c'est vraiment un marché qui est quasi totalement dominé par ces deux pays. Il y a aussi une barrière assez naturelle à l'importation de viande en tant que telle comme ingrédient, car le Mexique importe quasiment uniquement de l'épaule, de la poitrine et du jambon de porc, et a une préférence pour ses importations pour de la viande fraîche. Donc, il est compliqué d'entrer en concurrence sur de la viande fraîche quand le Mexique, du coup, s'approvisionne dans les pays qui ont une proximité géographique naturelle avec eux. Et de la même façon, les acteurs que nous avons pu avec lesquels nous avons pu échanger, nous ont présenté des opportunités sur tout ce qui est attendrisseur de viande, émulsifiant, additifs, marinades, condiments, afin de préparer des produits carnés à valeur ajoutée. La filière lait est sans doute celle sur laquelle nous avons identifié le plus d'opportunités ou la plus grande diversité d'opportunités en termes d'ingrédients. Même si le Mexique est le premier importateur de poudre de lait écrémé au monde, sa première source d'approvisionnement sont les États-Unis. Donc sur ce produit-là, il est compliqué de se positionner. En revanche, sur d'autres produits, certains acteurs nous ont précisé que, en particulier sur les concentrés de protéines, le lactosérum ou la matière grasse laitière anhydre, ils souhaitent diversifier leurs sources d'approvisionnement et en tout cas recevoir plus d'informations sur l'offre française qui souffre d'un manque de visibilité au Mexique. Et cela on l'a vu sur l'ensemble des filières. La plupart des acteurs n'avaient pas connaissance de l'offre française, de son positionnement en termes de prix ou de ses avantages compétitifs si le prix était supérieur aux fournisseurs auxquels font appel les Mexicains actuellement. Enfin, en termes de pet food, je sais que ce n'est pas le cœur de la restitution aujourd'hui, mais il y a aussi des opportunités. Il y a près de 150 entreprises qui sont productrices de pet food au Mexique et ils importent près de 43% des ingrédients qui sont utilisés dans la fabrication d'aliments pour les animaux de compagnie. Si les céréales sont principalement importées des États-Unis pour celles qui ne sont pas produites au Mexique, on voit qu'il y a réellement une opportunité sur les micro-ingrédients
vitamines, par exemple, vitamine C et E en particulier, les minéraux, donc tout ce qui est source de cuivre, de fer, de zinc, les acides aminés, en particulier la lysine et la thréonine, et tout ce qui est additif, et en particulier additif fonctionnel, type enzymes, prébiotiques, probiotiques, et tout ce qui permet d'améliorer la santé digestive des animaux et le bien-être animal. Donc voilà pour les ingrédients, les opportunités en ingrédients que nous avons identifiés au cœur de l'étude dans les filières qui étaient du coup concernées par cette étude. On voit aussi émerger du coup des opportunités, enfin émerger ou même continuer d'exister des opportunités sur d'autres segments. Tout ce qui est ingrédients pour l'industrie de la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Ingrédients pour l'industrie des brasseurs, donc de la bière, qui est, comme je vous le disais auparavant, une industrie très, très forte au Mexique, comme le pays est un premier exportateur mondial de bière. Et enfin, tout ce qui est ingrédients naturels ou ingrédients fonctionnels et innovants pour améliorer la composition des produits existants, dont la plupart pas forcément la plupart, mais de nombreux produits ont été reformulés ou cherchent à être reformulés en fonction de la nouvelle norme d'étiquetage frontal qui pousse à des compositions nutritionnelles plus propres. Voilà pour la présentation des opportunités en termes d'ingrédients. Je vais à présent passer la parole à Alexandre Martin, qui est donc le conseiller agricole ici à Mexico. Oui, bonjour à tous. Alors, pour compléter déjà cette présentation déjà très complète sur l'étude, quelques éléments effectivement sur la partie plus réglementaire donc, et le contexte de ce point de vue-là. Donc, on est au Mexique ça a été dit, sur un pays avec un marché intérieur très important, qui à la fois est un importateur important, mais qui devient aussi un exportateur important. C'est important parce que on va dire que le cadre normatif mexicain est lié à ces deux aspects-là, à la fois le fait que le Mexique importe une partie importante de son alimentation, on va dire, et on va dire à une très très forte exigence pour maintenir son statut sanitaire sur toute une série de maladies végétales ou animales, et donc tient beaucoup on va dire à être exempt d'un certain nombre de maladies, de parasites, etc. Et une des raisons pour lesquelles elle y tient, c'est aussi parce que le Mexique a néanmoins aussi des ambitions à l'exportation. Donc, on est aujourd'hui dans un gouvernement qui met beaucoup en avant l'enjeu de la souveraineté alimentaire, comme on voit par ailleurs aussi. Mais donc il y a une volonté, on va dire, de développer le secteur agricole, notamment pour le marché intérieur. Mais on va dire l'ambition de se développer à l'export, ambition dont on observe dans les courbes assez facilement qu'elle est mise en application depuis une dizaine d'années, de façon assez impressionnante sur une série de secteurs. On va dire, elle se poursuit sous le gouvernement actuel, même s'il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont un peu moins favorables au secteur exportateur, mais globalement, la dynamique se poursuit. Et c'est de ce point de vue-là, on va dire entre guillemets, de conquête de marché, il y a à la fois une volonté d'être très attentif aux aspects sanitaires, et d'autre part, qui a une volonté d'être on va dire d'être entre guillemets agressif sur la négociation d'accords commerciaux avec toute une série de pays. Et donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc on a cet accord entre l'Union européenne et le Mexique qui a été mentionné par Guillaume, on va dire dont la négociation est bouclée. Hein. C'est un accord dit de nouvelle génération, donc c'est-à-dire que on n'est pas, on va dire stricto sensu dans l'accord pur de libéralisation commerciale. C'est un accord qui s'inscrit plus largement dans un cadre
plus politique, donc avec des dimensions sur les enjeux de développement durable, des dimensions sur les questions de facilitation des investissements, de facilitation d'accès au marché public, etc., etc. Mais sur la partie strictement accord de libre-échange, c'est un accord qui est, du point de vue des flux commerciaux qu'il est censé générer, peut-être plus équilibré que d'autres, en tout cas sur la partie agricole, agricole et alimentaire. C'est un accord qui est beaucoup plus équilibré du point de vue des flux que, par exemple, ce qu'on peut connaître avec des pays plus au sud du continent américain. Il y a des intérêts offensifs et défensifs de part et d'autre. Et clairement, pour la partie, on va dire pour ce qui concerne la France, il y a un certain nombre de produits, de production qui sont à terme, qui ont vocation à se bénéficier, on va dire, et à trouver des opportunités du fait de cet accord. Bon, il y a évidemment des enjeux de protection intellectuelle, hein, donc on a 75 indications géographiques françaises qui seraient reconnues mieux protégées, on va dire, à l'issue de cet accord. On a des enjeux, mais disons que l'enjeu, peut-être probablement pour ce qui vous concerne, il est principalement tarifaire et sanitaire. Donc, du point de vue tarifaire, on a aujourd'hui, hein, dans l'état actuel, on a à peu près 26% des lignes tarifaires aujourd'hui qui sont soumis à des droits de douane, qui peuvent aller de 10% à 100%. Bon, l'accord prévoit une libéralisation, alors selon les produits avec des échéances différentes, parfois des périodes de temps qui peuvent aller jusqu'à 7 ou 8 ans, mais globalement, toute on va dire l'essentiel, 99% des produits seraient libéralisés à l'issue au terme de la mise en œuvre de cet accord. Donc, on a, pour rentrer un petit peu dans le détail, on a quelques marchés qui sont aujourd'hui déjà libéralisés, hein, qui ont été mentionnés. Donc, on a le pet food, après des produits comme les vins et les semences. On en a certains qui seront clairement l'objet de l'accord. Et dans ce qui vous concerne, il y a par exemple des produits laitiers qui peuvent servir comme ingrédients, qui aujourd'hui sont taxés à hauteur de 10% et qui à terme de 7 ans serait à 0%. Des produits de la biscuiterie, de la confiserie, des pâtés, le malt pour la bière, par exemple, qui serait libéralisé immédiatement dès la mise en œuvre de l'accord. Voilà, etc. Alors, simplement, ça, c'est le cadre du point de vue sanitaire, du point de vue tarifaire. Du point de vue sanitaire, il y a aussi des avancées qui nous intéressent beaucoup dans un chapitre SPS, notamment, pour vous donner un exemple, la possibilité de mettre en place le pré-listing qui en jargon des négociations sanitaires signifie en gros que les établissements pourraient être beaucoup plus rapidement agréés et beaucoup plus facilement agréés pour l'exportation vers le Mexique. Simplement pour terminer sur cette partie concernant l'accord, mais qui est quand même très très importante dès lors qu'on parle des aspects réglementaires et de nos relations commerciales avec le Mexique. Il faut quand même savoir que il y a une incertitude relativement forte sur le calendrier de cet accord. Je vous disais que le contenu de l'accord ne fait plus vraiment l'objet de discussion, mais on est aujourd'hui sur une phase plutôt sur la méthode d'adoption. Du côté mexicain, il y a plutôt le Mexicain est plutôt pressé de le voir mettre en œuvre et adopter. Du côté européen, il y a un petit peu plus d'hésitation parce que, bon, comme vous savez, les opinions publiques sont peut-être moins ouvertes qu'avant à ces accords de libre-échange, et on est aujourd'hui sur des discussions sur la manière dont la Commission européenne va soumettre au Conseil et au Parlement ce processus de ratification. Mais vraisemblablement, on n'aura pas ces débats-là avant la fin de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire dans un an. Donc, ce n'est pas, disons, immédiat que l'on verra ses effets. Alors, pour finir, il y a une partie qu'il faut néanmoins
un peu connaître sur le contexte réglementaire mexicain. C'est facile du point de vue sanitaire. C'est un pays, disons, qui n'est pas, on va dire, qui globalement respecte bien les règles multilatérales, qui est membre de l'OMC, de l'OIE, du Codex Alimentarius, de CIPV, et donc qui encore une fois, je rappelle, qui a une volonté d'expansion internationale sur des marchés et donc est très attaché au respect de ces normes internationales, mais qui au plan réglementaire est du coup très exigeant, avec une difficulté particulière pour l'Union européenne, c'est que du point de vue sanitaire, le Mexique, il ne faut jamais oublier qu'il a un grand voisin au nord et qu'il a un grand voisin avec lequel il est de plus en plus intégré, à la fois commercialement, mais aussi donc du coup sur le plan normatif. Et donc, on va dire l'influence normative nord-américaine ne facilite pas souvent les négociations d'ouverture de marché sur le plan sanitaire pour la France et pour l'Union européenne, parce qu'on est sur des schémas, des logiques, on va dire, sanitaires différentes et sur lesquelles on a souvent en but sur la difficulté à démontrer, on va dire, la pertinence, la légitimité et surtout la sécurité des schémas et des processus en place en France. Cela dit, donc, on est sur un pays dans lequel toute exportation doit faire l'objet d'une négociation d'un certificat sanitaire. Ce certificat sanitaire, il est négocié entre les deux pays, entre les deux administrations, et c'est sur cette base-là qu'ensuite les exportations se font sur la base des contrôles vétérinaires sur place. Donc, on a tout un chantier. Le Mexique est aujourd'hui un des pays avec lequel la France a le plus de négociations en cours ouvertes pour l'ouverture de marchés agricoles. Je crois que c'est le deuxième après la Chine. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des processus assez longs. Et une fois que ces marchés sont ouverts, que ces certificats sanitaires sont en place, il y a également un processus qui peut parfois être lourd, qui est celui des agréments des établissements autorisés à exporter vers le Mexique, qui peuvent être par exemple pour des produits animaux de type porcin renouvelés tous les 3 ans, mais pour des produits de type protéines animales transformées pour le pet food, c'est des obligations de renouvellement des agréments de manière annuelle. Et donc là, on est vraiment sur des procédures un peu lourdes par rapport à ce qu'on peut connaître par ailleurs ou sur d'autres marchés. Voilà, donc on a pour conclure, on a un pays sur le plan réglementaire qui on va dire, est aujourd'hui plutôt axé sur son marché intérieur au niveau politique, mais qui, en dépit de cela, maintient une ambition à l'export, qui du coup est très attentif à, on va dire, à sa sécurité sanitaire et à ses exigences, très influencé par le marché nord-européen, donc tout en respectant les normes internationales. C'est un pays qui n'est pas facile du point de vue au respect des normes sanitaires, mais avec des perspectives, on va dire, de faciliter ces questions-là lorsque l'accord entre l'UE et le Mexique pourra être mis en œuvre. Voilà, à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Alexandre. Je voudrais juste préciser qu'il est possible de poser vos questions directement sur le chat de la conférence pour justement qu'on les ait au moment des questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et je vais passer la parole maintenant à Marie de l'épicerie française qui va nous présenter un petit peu son expérience et le retour de l'expérience de l'épicerie française sur le Mexique. Bonjour à tous. Alors, j'avais prévu aussi des petites slides. Je pense qu'elles ont été insérées au... Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Marie. Je travaille à la Tienda Francesa depuis à peu près 4 ans et je suis responsable des opérations. Et on est donc un importateur et commercialisateur de produits français au Mexique. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, un petit cours historique. Donc, la boîte a été créée en 2015 par des Français résidant au Mexique. Donc, à la base, c'était pour être un e-commerce destiné à la communauté française qui est présente au Mexique. Et puis très rapidement, évidemment, les Mexicains sont également très intéressés par les produits français. Et puis très rapidement, le secteur HoReCa
qui se compose des hôtels, restaurants, cafés, crêperies, boulangeries, etc. Et puis aussi des chaînes de supermarchés sont venues nous chercher. Donc c'est évidemment très intéressant pour faire plus de volume et plus de chiffres. Donc on est du coup un peu glissé du B2C au B2B en gardant quand même le site de e-commerce qui est en fait le fondement de l'entreprise. Et puis on a commencé aussi récemment à représenter commercialement des marques qui veulent s'implanter au Mexique. Donc, par exemple, on travaille avec Canal Toys, qui est une marque de jouets, qui, eux, passent en fait pour la logistique directement avec Liverpool, qui est une chaîne de grands magasins. Mais on les aide, en fait, vu qu'on est présent sur place et qu'on a un peu connaissance des méthodes de la culture mexicaine, etc., du relationnel qu'il faut avoir, on aide du coup ce genre de marque à se faire une place sur le marché mexicain. On peut passer à la suite. Merci. Donc du coup, pour nos différents canaux actuels, donc on a le e-commerce qu'on a gardé, le secteur Horeca, la grande distribution et les grands magasins, et puis donc les partenariats avec des marques françaises qui veulent s'implanter au Mexique. La suite. Merci. Donc ça, c'est notre vision, enfin pour notre cas, les menaces et opportunités du marché mexicain, donc vraiment qui s'appliquent à notre entreprise. Donc ce qui est compliqué pour nous, c'est la demande, alors que ce soit les particuliers ou les chaînes de distribution, etc. C'est toujours difficile de faire des prévisions. Et quand on importe de l'agroalimentaire, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des dates de péremption sur les produits. Donc malgré les années qu'on a au Mexique, c'est encore un petit point où on a du mal à prévoir la demande. Et puis, il y a aussi les difficultés douanières et logistiques. Donc, on a mis plusieurs années à installer une chaîne vraiment forte et solide sur ces points-là, parce que vous allez voir par la suite, c'est pas facile. Et comme d'ailleurs l'ont expliqué les autres intervenants. Et donc, au niveau des opportunités, alors c'est un marché qui est peu exploité, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de produits espagnols, évidemment, des produits italiens, des produits allemands, mais en termes d'offres de produits français, il n'y a pas énormément de choses comparé à l'attrait pour les produits français, puisqu'on rime quand même avec des produits gourmets, de qualité, etc. Donc, pour la suite, merci. Donc, ce qu'il faut retenir pour saisir les opportunités du marché mexicain, de profiter de l'image vraiment... Non, pardon, la suite. Là, on est sorti. Un petit problème de... Pas de souci, je continue. Donc, pour saisir les opportunités, ce qu'il faut retenir, donc profiter vraiment de l'image positive de la France. Faut aussi se positionner sur des marques qui sont vraiment connues. Il faut savoir aussi que des marques comme par exemple Lu, Benedicta, Amora, qui sont quand même basiques, c'est-à-dire on en a tous, je pense, dans notre placard en France, ici c'est perçu comme gourmet. C'est des critères qui sont différents de la France. Alors que si on va sur des marques qui sont peu connues et assez chères, par exemple, on a essayé les moutardes Pommery, on a essayé la confiserie Doucet, on a essayé aussi... Lucien Georgelin, donc ils font des petits pâtés, tapenades, etc. Et en fait, c'est presque trop cher. Et comme c'est pas assez connu, ça n'a pas le succès escompté. Alors que des marques, par exemple Bonne Maman, qui est en fait vraiment basique, ça marche super, super bien au Mexique. Et donc aussi, important quand vous choisissez votre cible, donc nous, on a décidé de garder plusieurs cibles différents, donc les chaînes de distribution, le secteur Horeca, les particuliers. Mais évidemment, c'est des produits un peu différents selon la cible que vous choisissez. Donc, vraiment être vigilant à ça et puis proposer vraiment les produits qui iront aux clients choisis. Et pour la suite, merci. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais, trouver les meilleurs tarifs, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'arriver avec un produit trop cher, trop gourmet et pas assez connu. Donc, rester sur des produits basiques. Ensuite, ça a été dit aussi précédemment, donc le relationnel avec les clients, c'est vraiment la base au Mexique. C'est-à-dire que c'est pas juste, OK, on ferme une vente et voilà, c'est qu'après, il faut vraiment un suivi, notamment si vous placez des produits dans des chaînes de distribution. Au Mexique, il y a un système de promotoriat. Donc, en fait, il faut envoyer des promoteurs dans les supermarchés qui vont vérifier que les produits sont bien mis en rayon. Sinon, par exemple, dans notre cas, c'est Bimbo qui a tous les gâteaux sur les meilleurs meubles. Et si on n'envoie pas des promoteurs, nos gâteaux ont une place toute petite. Alors, il faut vraiment vérifier qu'il y ait une bonne rotation et une bonne mise en rayon des produits. Et puis, pour tout ce qui est réglementation sanitaire, pareil, comme ça a été mentionné, il faut vraiment se renseigner en amont.
de toutes les réglementations sanitaires qui sont là. Donc, par exemple, le chocolat, c'est compliqué, la farine, c'est assez compliqué aussi. La crème de marron, par exemple, c'est aussi des réglementations sanitaires. Donc, vraiment, alors c'est possible, hein, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il faut vraiment avoir tous les documents nécessaires en amont et anticiper au plus possible. Et puis, ce qui est important et ce qui nous a été compliqué au début, c'était de nous entourer des bons partenaires qui allaient pouvoir nous aider sur toutes les questions logistiques et commerciales. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc voici, alors dans notre exemple, les partenaires qu'on a. Donc on a évidemment le transitaire qui s'occupe de la partie logistique, de faire venir les produits du Havre jusqu'à Veracruz, puis de Veracruz jusqu'à Mexico, et puis de tout ce qui est assurance des produits. On a l'agent douane qui étudie en amont les conditions d'importation. Donc, si on veut, là, justement, la crème de marron, c'est un produit qu'on veut importer. Donc, c'est l'agent douane qui nous dit tous les documents qui seront nécessaires pour importer. Et puis, qu'il faut aussi la préparation des documents douaniers et puis le dédouanement. Ensuite, on travaille avec une unité de vérification. Alors ça a été notamment crucial avec la nouvelle norme d'étiquetage. J'y viendrai après. Mais voilà, c'est en fait une société qui est agréée par le gouvernement qui va valider l'étiquetage et puis émettre les dictamens et les constancias qui prouvent que l'étiquetage est ad hoc. Et puis, on travaille avec un entrepôt. Alors, dans notre cas, c'est un entrepôt fiscal, c'est-à-dire qu'au lieu de payer toutes les taxes à Veracruz, donc à la douane, on va les payer au fur et à mesure que les produits sont extraits de l'entrepôt. Donc, c'est dans les environs de la ville de Mexico. Et puis, l'entrepôt fait aussi l'étiquetage. Et puis, quand on livre à des centres de distribution, c'est l'entrepôt qui livre directement au centre de distribution. Voilà, merci. Pour la suite. Donc, les éléments clés pour réussir une importation au Mexique. Alors, il faut accepter les différences culturelles et puis le petit degré d'incertitude. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le mot ahorita, qui veut tout et rien dire. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 3 mois. Enfin, voilà. Il faut vraiment s'adapter à la culture mexicaine. Il faut trouver les bons partenaires. Vraiment, ça, c'est crucial. Faire tout gérer en direct depuis la France sans avoir un pied-à-terre au Mexique, c'est vraiment compliqué. Il faut aussi être capable de s'adapter aux exigences et spécificités logistiques du pays. Et puis voilà, anticiper, vraiment, c'est anticiper les documents, ne pas attendre le fameux ahorita, enfin, anticiper, trouver un bon agent douane qui va pouvoir vraiment vous dire quels documents sont nécessaires à une importation. Merci pour la suite. Alors ça, pour tout ce qui est donc les douanes, alors effectivement, comme ça vous a été mentionné, l'Union européenne est en négociation avec le Mexique. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas de conditions sanitaires particulières pour le produit que vous voulez amener au Mexique, donc il faut préparer l'étiquetage qui se fait soit en France, mais il faut que ce soit bien avec une constancia pour être sûr que ce soit bien en règle avec la législation mexicaine, soit ça se fait au Mexique à l'arrivée. Et puis vraiment, j'insiste là-dessus, mais préparer tous les documents douaniers à 100%. Et puis voilà, le dédouanement, ensuite, c'est fait par l'agent douane. Et s'il y a des conditions sanitaires particulières, donc là, ça dépend vraiment de chaque produit. Alors par exemple, le chocolat, il faut l'envoyer dans un laboratoire au Mexique. Enfin, là, c'est vraiment, ça dépend de chaque produit. Ce qu'il faut, c'est vraiment se renseigner et puis anticiper et puis prévoir aussi plus de temps sur l'importation. Ça peut être facile, 3 mois en plus pour un produit qui a des conditions sanitaires particulières. Merci. Alors, pour revenir sur la nouvelle norme d'étiquetage, donc ça fait peut-être 8 mois que c'est en place. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en fait sur la partie frontale du produit des octogones qui indiquent les excès en sucre, en calories, en sel, en graisse trans et en graisse saturée. Donc ça, c'est l'unité de vérification en fait qui va vous dire selon le produit, selon sa composition, quels sont les excès qui vont venir indiquer sur le produit. Il y a aussi le grammage et le nom en espagnol qui doit venir sur la partie frontale du produit. Donc même si c'est un produit qui n'a pas d'octogone d'excès, il faut qu'il y ait une petite étiquette avec le nom en espagnol et le grammage. Et toutes les tailles aussi de police, de l'octogone, etc. vont dépendre de la taille du produit. Donc ça, pareil, c'est des unités de vérification qui vous disent tout ça. Ensuite, les illustrations qui sont destinées aux enfants, c'est interdit maintenant. Donc, on a dû coller des autocollants sur la vache Milka, sur le Schtroumpf, pour respecter cette norme.
Et puis, sur la partie derrière le produit, on a l'étiquette nutrimentale. Alors, ce n'est pas juste une traduction des ingrédients en français. En fait, au Mexique, c'est une manière différente de les énoncer, même les colorants, etc. Enfin, voilà, c'est encore là des règles très spécifiques au Mexique. Donc, il faut que ce soit vraiment quelqu'un, une unité de vérification qui vous fasse ces étiquettes-là. Donc, pour résumer, le Mexique, c'est tellement d'opportunités pour les produits français. Alors, c'est un marché qui est compliqué, qui est difficile à prévoir. Et puis, il faut vraiment être carré sur toute la partie logistique et douanière. Mais ça se fait. La preuve, on a réussi. Ce qu'il faut, c'est vraiment anticiper, s'entourer des bons partenaires, s'entourer d'experts sur place. Et puis, c'est tout à fait faisable. Et franchement, aller au Mexique... C'est voilà, une fois il faut prévoir voilà une année de mise en jambe, mais une fois que la roue tourne, c'est vraiment un marché très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marie. Maintenant, on va passer avec Carlos Aguirre, qui est le directeur manager de l'Allemand Mexico. Donc, merci Carlos. Je te laisse la parole. Ton micro est coupé, Carlos. Merci beaucoup. Bonjour Mexique, bon après-midi la France. Bon, je suis Carlos Aguirre. Je suis diplômé d'un programme de l'IGIA ESSEC en 1983-84, où j'ai fait un cours de création d'entreprises dans le secteur agroalimentaire. Donc, j'ai fait une mémoire de fin d'études, que c'était un business case, où j'ai fait une étude sur les améliorants de panification pour le secteur de la meunerie et la boulangerie artisanale. Donc, j'ai démarré mon entreprise en 1985, mais on a eu le problème des tremblements de terre. Donc, la ville de Mexico a été complètement détruite. Donc, ça a décalé le démarrage de mon entreprise qui a été fait en 1986. J'ai profité d'une mission commerciale pour être en rapport avec mon premier associé français, M. Roger François, de la maison Louis François sur la région de Paris. Donc, on a commencé à faire des améliorations de panification sur la marque Gallia. Et à partir de ce moment, 1986 jusqu'à maintenant, on a eu une croissance année par année. Donc, jamais on n'a arrêté, malgré les crises qu'on a suivies, la crise financière de 1998-92, et puis la chute financière de 95, nous a mis dans une situation difficile où j'ai profité pour faire un joint venture avec l'entreprise l'Allemand, qui est la 3e productrice de levure au monde. Et aussi, l'Allemand, maintenant, qui a 15 divisions d'ingrédients, est la première sur les produits, les ingrédients spécialisés pour différents secteurs comme le vin, la bière, la nutrition animale, la santé, la tequila, le cognac, le whisky et surtout la boulangerie. Donc, nous sommes maintenant une entreprise de biotechnologie qui a été bien positionnée autour du monde et je suis très contente que maintenant, je suis toujours dans l'entreprise. J'ai travaillé 36 ans sur ces projets-là et il y a tellement d'opportunités comme on a vu sur les différentes filières laitiers, la viande, l'épicerie, et sur la boulangerie, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Pour vous donner 2 cas, ici au Mexique, on a les producteurs de pain les plus grands du monde. Donc, Bimbo, maintenant, c'est le leader, pas seulement sur le marché mexicain, mais c'est le leader sur le marché du Canada, des États-Unis, l'Amérique latine et quelques pays d'Europe. Il est placé sur 35 pays autour du monde. Et maintenant, je suis le senior VP pour Bimbo au niveau global. Donc, il y a tellement d'opportunités sur le domaine de la boulangerie. Pour donner un autre exemple, ici, vous avez une entreprise française qui est leader au monde pour la production de levure.
Et c'est une entreprise qui a maintenant 75% du marché au Mexique et c'est le numéro 1 au monde. Ici au Mexique, pour vous donner une idée, cette entreprise française fait environ 180 millions de dollars et parce qu'ils profitent de toutes les ressources naturelles que nous avons ici dans le pays, le sucre, les mélasses. Donc, il est devenu un joueur très important dans le domaine agroalimentaire et dans le domaine de la levure spécialisée pour la boulangerie. Donc, voilà, je vous invite pour venir investir au Mexique. Le Mexique, comme nous avons déjà vu, la proximité aux États-Unis et au Canada fait un marché très important. Et aussi, c'est la tête de toute l'Amérique latine, de tous les pays où on parle espagnol. Et parce que nous avons pour 600 millions d'habitants qui parlent espagnol sur les continents. Et c'est quelque chose que tous les pays comme la Colombie, le Pérou, le Chili, l'Argentine, nous partageons la même culture, la même langue, les mêmes habitudes de consommation. On a aussi un problème de politique où on n'a pas parlé aujourd'hui. Cependant, il y a un taux de croissance dans la population qui nous donne beaucoup d'opportunités pour toutes les différentes des food services, agroalimentaires, des ingrédients. Et je crois qu'il y a des produits de niche que maintenant, avec les nouvelles tendances de consommation, les nouvelles habitudes d'achat après la crise sanitaire, ça va nous donner beaucoup d'opportunités dans les marchés d'ingrédients alimentaires, principalement la boulangerie. Donc voilà, c'est en résumé l'histoire en cas de succès où j'ai participé, j'étais boursier à l'ESSEC. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de trouver de bons partenaires français et nous avons développé les marchés. Ce n'était pas simplement une mémoire de fin d'études, c'était un projet de vie que j'ai fait un bon business aussi et je profite de ce projet jusqu'à maintenant. Bon, merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup, Carlos, pour cette présentation de votre histoire et votre entreprise entrepreneuriale au Mexique. On va donc passer à présent à la phase de questions-réponses. Comme Guillaume vous l'avait dit auparavant, vous pouvez les laisser dans le chat de la conversation. Pour l'instant, on en a une seule à laquelle on va répondre pour commencer, mais n'hésitez pas, si vous avez des doutes ou vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à profiter de la présence de nos intervenants pour les résoudre. On a donc une question de Monsieur Ange Albert sur le chocolat et sur l'intérêt pour l'importation au Mexique de chocolat professionnel pour l'industrie de la BVP et pour le canal Horeca. Et je crois qu'Anna peut nous répondre là-dessus. Oui, merci Alicia. Donc, concernant le chocolat, il y a vraiment du potentiel pour le chocolat, que ce soit pour le secteur Horeca ou la grande distribution. Donc, comme vous savez, le Mexique, c'est un pays producteur du cacao, mais on est plutôt moins développé pour la transformation du chocolat. Mais il faut dire que les Mexicains, en termes de consommation, on est très gourmands pour tout ce que c'est des confiseries chocolat. Donc, mais bon, il faut quand même rester un peu vigilant au point de vue des normes, des barrières à l'entrée, surtout. Donc, voilà. Je ne sais pas, Marie, si tu voulais peut-être compléter là-dessus sur la partie de chocolat, parce que tu nous disais qu'à l'épicerie française, vous aviez aussi l'habitude justement d'avoir ce genre de produit. Oui, tout à fait. En fait, avant, on ramenait, d'ailleurs, on a ramené les oursons, c'est moi. On a ramené aussi les Michoco et les Côtes d'Or et on a dû arrêter parce que maintenant, ça devient très coûteux. En fait, c'est intéressant si vous vous focussez sur le chocolat et que vous faites du volume. Parce qu'en fait, maintenant, il faut donner 1 kilo d'échantillons dans un laboratoire au Mexique qui fait des études sur la composition. Enfin, je ne saurais pas trop vous dire en détail, mais en gros, c'est quand même quelque chose de coûteux et qu'il faut faire chaque année. Mais voilà, il faut juste étudier les coûts et ça peut tout à fait valoir le coup. Là, cette année, on l'a fait pour le chocolat Nestlé dessert à pâtisserie.
l'industrie. Et ça valait le coup parce qu'on a importé que ce chocolat-là. On a fait l'étude en laboratoire et au final, on s'y retrouve. On a augmenté un petit peu le prix de la tablette du coup. Mais voilà, il faut du coup bien étudier, voir si par rapport aux échantillons qu'il faut donner, au coût du laboratoire et les volumes que vous allez pouvoir faire. Merci Marie. Je reste avec vous du coup, avec vous pour la question suivante, de la part d'Antoine Reals. Qui distribue la moutarde Amora au Mexique? C'est nous aussi. On a la moutarde Amora et puis les cornichons aussi, la marque Amora et quelques vinaigres. Ok, merci pour la précision. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il nous reste quelques minutes sur la restitution. Donc, si vous avez l'envie de profiter encore une fois de la présence de nos intervenants, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Et sinon, on clôturera la restitution sur les derniers éléments qu'on nous a partagés. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez des questions de manière plus précise sur le marché mexicain. Donc, on est à votre disposition et pareil, on peut vous accompagner dans la démarche à l'export dans ce pays. On a l'impression que du coup, la source de questions, c'est Tari. Comme le disait Anna, n'hésitez pas à revenir vers nous dans le futur si vous avez d'autres questions ou des demandes. Et on se maintient tous à votre disposition, le bureau Business France Mexique, pour vous accompagner en effet si l'aventure mexicaine vous tente. Merci beaucoup. Bon, eh bien, effectivement, je pense qu'on va clôturer Alicia et Anna. Merci à tous les participants de l'ANIA et du Club PAI pour votre participation. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter ces éléments sur le marché mexicain. Et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, comme l'ont dit mes collègues, pour plus de précision ou pour un éventuel accompagnement sur le Mexique. On vous répondra avec grand plaisir. Merci à tous. Bonne soirée pour ceux qui sont en France et bonne journée pour ceux qui sont au Mexique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.